Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de notre série Back to Basics Business Technology Platform. Après avoir vu dans l'épisode 1 ce qu'est une base de données, ce que sont les différentes façons de stocker la donnée, nous allons maintenant regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que SAP HANA. SAP HANA, très rapidement, c'est une base de données. Ça veut dire que je stocke de la donnée. Je vais la stocker, cette donnée, dans des tables qui ont un format ligne ou un format colonne, comme expliqué précédemment. Mais je vais stocker cette donnée dans la mémoire de mon serveur, sur lequel SAP HANA est installé. Ces trois caractéristiques principales sont le différenciateur de SAP HANA. Une base de données, quelle qu'elle soit, doit être administrée, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire rentrer de la donnée, faire sortir cette donnée, lire cette donnée, exploiter cette donnée. On va aussi vouloir exploiter, faire l'operating de notre base de données. Pour ce faire, nous utilisons un logiciel qui s'appelle SAP HANA Studio. Avec ce SAP HANA Studio, nous allons administrer, manager toute la base de données. Les données vont vouloir entrer dans SAP HANA. Pour ce faire, on va utiliser un ETL, un tool qui fait l'extraction, transformation et loading, donc l'extraction, la transformation et le chargement des données dans HANA. Ça veut dire que n'importe quelle source de données peut être utilisée, transformée et chargée dans HANA. On a bien sûr ici la qualité de la donnée qui va pouvoir être garantie lors de la création de ces flux de transformation et de chargement. Dans d'autres cas, on a simplement besoin de répliquer la donnée. La source, on estime qu'elle est sûre, qu'elle est propre, et donc on va simplement faire une espèce de photocopie. Pour ce faire, on va utiliser SLT, qui est le Landscape Transformation de SAP. Une fois que la donnée est dans les tables, on va vouloir lire la donnée. Encore une fois, le langage spécifique et standard pour lire des tables, c'est SQL, Standard Query Language. Ce langage-là, SAP HANA le comprend, ça veut dire que n'importe quel outil qui comprend SQL, qui génère du SQL, va pouvoir être utilisé à des fins de lecture. C'est une base de données SAP. Donc on va pouvoir aussi utiliser, si on veut, le protocole BICS qui nous permet au logiciel front-end SAP de communiquer avec la base. Typiquement un NetWeaver BW, un Business Object. Dans beaucoup de cas, le client nous dit, pour faire de l'analyse, moi je ne veux pas faire de SQL, je fais des cubes, je fais du MDX, Multi-Dimensional Expression, parce que je fais de l'analyse multidimensionnelle. Un cube est quelque chose qui a 3 dimensions, notre esprit arrive assez facilement à se le représenter, mais en analyse, on peut avoir jusqu'à 20 dimensions, voire plus. Un cube, dans ce langage-là, veut dire je calcule l'intersection possible de tous les éléments, de toutes les dimensions, et je stocke ce résultat. Du coup, effectivement, les requêtes vont aller beaucoup plus vite, mais il va falloir préparer les cubes. On prépare en général les cubes la nuit pour pouvoir faire des analyses sur les données de la veille, voire de la semaine précédente si la nuit n'est pas assez longue et qu'on doit rafraîchir, reconstruire les cubes pendant le week-end. Ici, pas de cube physique, par contre, on a des vues qui vont émuler, stimuler des cubes, simuler des cubes, de façon à ce que les outils front-end qui comprennent et qui génèrent du MDX aient l'impression de parler à un cube, alors qu'en fait, ils parlent à une table par l'intermédiaire d'une vue. Tout ça, c'est de la donnée au milieu et autour. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir de l'information. Comment je passe de la donnée à l'information? En l'améliorant. Comment je l'améliore? En utilisant des fonctions, un peu comme on fait dans Excel. Nous livrons une bibliothèque de fonctions métiers qu'on va pouvoir utiliser afin d'améliorer la donnée. Vous pouvez aussi scripter votre code pour créer vos propres fonctions. Un peu encore une fois comme dans Excel, où on va utiliser du VBA pour créer sa propre fonction. Le Parallel Calculation Engine, c'est l'optimiseur de la base de données HANA. Ça veut dire qu'une requête longue va être découpée en plusieurs petites requêtes qui vont être beaucoup plus courtes, beaucoup plus rapides, et on va exécuter toutes ces requêtes en même temps en utilisant le CPU du serveur au maximum. Mais ça c'est transparent, on ne s'en occupe pas. Parfois on a du texte non structuré.
Ce texte non structuré, on va vouloir l'interpréter, le comprendre. Le texte non structuré peut venir des réseaux sociaux, peut venir d'un commentaire sur une facture qu'on a reçue, en paiement par exemple, mais il est important de le comprendre. Nous avons le moteur qui permet de comprendre, d'interpréter du texte non structuré. Il existe aussi un moteur qui est capable de gérer le géospatial. Le géospatial, c'est assez simple, c'est des données structurées. C'est toujours la latitude, la longitude, l'altitude et possiblement la position, debout, couché, de travers. Ces données-là sont extrêmement structurées. Par contre, c'est difficile à comprendre parce que c'est des chiffres avec des virgules qui me disent le nombre de degrés en longitude et le nombre de degrés en latitude, par exemple. Assez compliqué. Par contre, si c'est représenté sur une carte, c'est assez simple de suivre des points, de pouvoir entourer des points et dire ça c'est ma nouvelle sélection, de pouvoir définir des périmètres à l'intérieur desquels quelque chose est faisable, à l'extérieur desquels quelque chose est interdit, par exemple. Ces moteurs-là de géospatial, le moteur est intégré dans ANA. Parfois, on a besoin de faire du graphe. Faire du graphe, ça veut dire calculer la distance entre deux points. Ça, c'est très intéressant dans le cas de la détection de fraude. En effet, chaque transaction prise individuellement peut être parfaitement légale, mais le groupe de transactions consiste une fraude. On peut le détecter ça grâce au moteur de graphe qui est inclus ici. L'analyse prédictive est bien entendu un sujet qui est très intéressant. Nous livrons 90 algorithmes, et si jamais ça ne suffit pas, on peut coder son propre algorithme en R et l'exécuter dans ANA, le plus près des données, afin que la donnée ne transite pas de l'endroit de stockage à l'endroit de calcul, comme il est souvent fait. On a peut-être aussi besoin de faire du machine learning. Le machine learning, quelque part, c'est rien d'autre que de l'analyse prédictive pour des données non structurées, à savoir des vidéos, des photos ou du son. L'idée est la même, on a les données en local, on va utiliser l'algorithme. L'algorithme va pouvoir potentiellement être écrit, utilisé par TensorFlow, mais on va l'utiliser dans ANA ici. Dans d'autres cas, on a besoin de créer des applications. Pour créer des applications, on va utiliser les langages modernes tels que Python, Go, JSON, mais on va vouloir se connecter à la base de données, à la donnée. On va se connecter à ANA par l'intermédiaire de OData et on va exécuter le code compilé quelque part du programme de la nouvelle application dans XSA, qui est le container qui permet en fait de faire tourner des applications, encore une fois, au plus proche de la base de données, de la donnée elle-même. Dans d'autres cas, on a besoin de données privées ou d'anonymiser la donnée. Pour des raisons RGDP, par exemple, on va avoir le besoin de ne pas descendre au niveau le plus bas d'une hiérarchie, mais rester à un certain niveau. On peut le faire avec ce moteur qui s'appelle Data Privacy. On est aussi capable, par exemple, de faire du data masking, c'est-à-dire de n'afficher que les 4 derniers numéros d'une carte de crédit, par exemple. Si on utilise cet algorithme-là, le plus proche de la donnée, ça va induire que toutes les applications qui sont autour vont utiliser le même algorithme. On va ne le créer qu'une seule fois et pas chaque fois dans chaque application. Donc encore une fois, ça simplifie le développement et ça permet une bonne performance au niveau du logiciel final. Parfois, la donnée est à l'extérieur et vient sous forme de flux. Pensez par exemple au portillon en bas du building quand on entre. Pensez à votre téléphone qui envoie toutes les 3 secondes « je suis ici ». C'est un flux. Pensez à la bourse avec les ordres d'achat et de vente. On ne va pas traiter chaque achat, chaque vente individuellement pour afficher un cours de bourse. Ça ne serait pas faisable. On va prendre par exemple la moyenne sur les 30 dernières minutes. Ce genre de fonctionnalité est faisable avec l'outil Smart Data Streaming qui est inclus dans ANA. Parfois, on a de la donnée qui réside à l'extérieur de ANA. On a besoin de la lire, de ramener simplement ce qu'on vient de lire, potentiellement d'appliquer un ou plusieurs des petits moteurs que je viens d'expliquer, de combiner cette donnée avec de la donnée qui est dans ANA, et de combiner de la donnée peut-être avec de la donnée qui vient d'un flux, afin de produire un résultat à l'utilisateur. Smart Data Access nous permet d'aller lire la donnée qui est stockée dans d'autres bases de données à l'extérieur. Nous sommes en présence d'une base de données, nous avons donc tous les outils qui permettent de la faire tourner, de faire l'operating de cette base de données. Le load balancing, le failover, la high availability, le disaster recovery.
le partitioning, parce qu'on n'a pas besoin de stocker toute la donnée d'une seule table au même endroit, mais une partie peut être sur le disque un peu plus loin. On a aussi Active Read Enable qui nous permet d'utiliser le nœud secondaire d'une machine de production, par exemple, ce nœud étant en temps réel répliqué par rapport au nœud primaire. On va utiliser le nœud secondaire comme base de lecture pour les requêtes, par exemple, déchargeant ainsi un petit peu la charge du nœud primaire. Et pour finir, HANA Cockpit, qui est la version light ou web du HANA Studio, qui comprend les mêmes fonctionnalités, mais qui ne nécessite aucune installation sur un poste client. Tout ça, c'est HANA. On voit bien que c'est une base de données, mais qu'en même temps, c'est une plateforme qui va être le cœur de la solution SAP. En ayant dit cela, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à l'épisode numéro 3, dans lequel nous traiterons de SAP IQ, SAP ASE et SAP SQL Anywhere. Merci, à bientôt.